matrice qu'il va expliquer ici, parce qu'on va l'utiliser pour l'analyse après. Youssouf. Tu manages ou je manage? Sorry. Mais non, je voulais que les slides soient en anglais. J'espère que tout le monde est confortable avec l'anglais. Les slides sont en anglais. Les slides sont en anglais, mais il va présenter en français. Ok, donc merci Fatmata et bonsoir à toutes et à tous. On va essayer de rafraîchir un peu la lumière cette fois-ci avec moins de code. En même temps, c'est préparé pour ce qui va se faire demain. Donc, on va essayer d'avoir des discussions sur la génétique des populations. On va essentiellement essayer de couvrir un peu les différentes notions que nous devrons savoir. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que si on voulait, on aurait pu faire cet atelier, c'est-à-dire tous les 5 jours, qui est sur cette thématique. Donc, nous avons essayé de rassembler un peu les grandes lignes qui peuvent nous intéresser dans notre pratique en tant que bioinformaticiens et bioinformaticiens, pour que nous puissions comprendre et quand nous allons commencer la pratique demain, qu'on n'oublie pas quelqu'un par derrière. Et donc, on va essayer de faire cette discussion en 2 grandes portions. On va d'abord parler des notions de base, ce qu'il faudra savoir sur la génétique des populations, en parlant des concepts, en parlant du principe de Hardy et Weinberg, et comment cet équilibre est le plus souvent dérangé dans la nature et quelles sont les forces, sinon les mécanismes qui régissent cette modification de cet équilibre. Et en deuxième partie, on va essayer de parler un peu des métriques, sinon les paramètres qu'on peut utiliser pour voir la diversité de notre population. Donc, est-ce que, en termes de concept d'abord, génétique des populations, c'est la somme de l'ensemble des gènes ou les différentes formes de gènes, c'est-à-dire les allèles, en termes de fréquence, qui sont représentés par une population donnée. Alors, donc la question qui se pose est comment nous définissons une population? Qu'est-ce que c'est qu'une population? Si on dit génétique, la génétique des populations, on essaie de définir cela comme la somme de l'ensemble des gènes, des allèles, définis par une population donnée. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler population? C'est une question des idées. Est-ce qu'ici on peut dire que dans cette salle, c'est une population? Est-ce que c'est une population? C'est une population. Pourquoi? Un groupe d'individus qui ont le même caractère. Oui. Il y a la notion de lieu et de temps. Donc, on se rend compte que dans la définition d'une population, il peut y avoir non seulement des caractères en commun, mais il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, comme la localisation géographique. Donc, il est important que nous ayons ce concept en tête pour que lorsque nous parlons de population, on sache qu'elle est délimitée par rapport à quelque chose. Donc, nous allons aussi parler des allèles, comment mesurer la fréquence des allèles, et il s'agit essentiellement de la proportion de cet allèle, ou en tout cas le variant du gène, parmi tant d'autres allèles. Donc, on va voir comment est-ce qu'on fait la mesure de cette fréquence d'allèle et comment la calculer. Il y a aussi le pool de gènes. Vous allez voir que dans cette discussion, il y a des mots qu'on va utiliser en tant que tels, parce que
Voilà, c'est des échanges d'idées. Il y a des gens qui pourront nous dire en français, voilà comment il faut l'appeler. On pourra se comprendre sur la définition, mais il y a certaines terminologies que je prononcerai telles que vous les voyez. Et pour le pool de gènes, c'est l'ensemble des gènes ou de l'information génétique qu'on peut retrouver en rassemblant cette population-là. La population, quand vous rassemblez toutes les informations de cette population, elle détermine notre pool de gènes. La notion suivante, c'est fitness ou la notion d'adaptabilité, ce qui peut se définir par essentiellement deux notions. Il faudrait que l'individu soit à mesure de survivre dans l'environnement où il se trouve et aussi l'individu soit à mesure de se reproduire. Il y a l'équilibre dont j'ai parlé dans le plan et il s'agit essentiellement des populations où la combinaison des allèles ou des génotypes peut être retrouvée comme nous l'attendions. Et il y a un équilibre, on peut prédire comment est-ce qu'on va trouver ces allèles, ces génotypes en termes de fréquence. Et maintenant, cet équilibre aussi peut être dérangé. Il peut être dérangé. Et en ce moment, ces allèles, c'est à quoi on s'attendait, on ne va plus les retrouver dans la population à ces fréquences données. Et on verra un peu plus devant quelles sont les forces ou alors les mécanismes par lesquels ce déséquilibre peut survenir. En termes de génétique des populations, si on veut les définir comme méthodologie, on va dire que c'est l'étude de la distribution ou des changements de la fréquence des allèles dans une population donnée. Et ces changements ou ces variations sont essentiellement soumis à ces 5 forces. Mais je voudrais poser la question, est-ce que c'est seulement ces 5 forces auxquelles ces changements sont vraiment soumis? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes par lesquels la structure de notre population peut changer, la fréquence des allèles peut changer, ou des génotypes, ou même le phénotype, qui n'est pas listé ici? Oui. L'intervention de l'homme, par quel mécanisme? L'intervention de l'homme par quel mécanisme? Peut-être que ce n'est pas tout à fait l'exemple, mais un génocide va modifier le patrimoine génétique d'une population. D'accord. Donc, parler essentiellement des génies génétiques, en fait, des modifications qu'on pourrait faire subir de façon intentionnelle. Le fait de détruire un groupe d'individus va faire que dans cette population-là, les gènes qui circulent vont être modifiés. Ok. Génocide. Génocide. Donc ça, c'est une intervention humaine qui va modifier le patrimoine génétique d'une population. D'accord. Et ça, c'est un bon exemple parce qu'on verra un peu plus devant. Cet exemple qui vient de donner tombe essentiellement dans une de ces catégories qui est ici, mais on verra dans laquelle de ces catégories se trouve le génocide, par exemple. Mais encore une fois, est-ce qu'il y a un autre mécanisme auquel on pourrait penser qui n'est pas listé ici? D'accord. Maintenant, il y a essentiellement 5 mécanismes, 5 forces qui déterminent la structure de nos populations et qui déterminent si ça va changer ou pas. La première, on en a déjà parlé. Là, il s'agit d'une situation d'équilibre où nous pouvons prédire la structure de notre population parce que nous savons qu'il y a des paramètres qui ne vont pas changer. On verra quels sont ces paramètres qui ne doivent pas changer. Donc, l'équilibre dont je parlais, il s'agit de l'équilibre de Hardy et Humbert qui ont émis une hypothèse, des scientifiques qui travaillent à des endroits différents et qui ont émis cette hypothèse à la même période, et donc ça se nomme Hardy et Humbert principal. Donc, il s'agit du principe selon lequel une population donnée ne change quasiment pas de façon très simple. Et
elles ne changent pas. Pourquoi? Ils se sont dit, si cette population est large, et que la population, il n'y a pas de migration dans cette population, il n'y a pas de mutation au sein de cette population, il n'y a pas de croisement aléatoire dans cette population, et qu'il n'y a pas de sélection naturelle, que la population pourrait rester constante et qu'il n'y aurait pas de changement. Et la question que je voudrais poser, c'est est-ce que dans la vie réelle, est-ce que dans la réalité, ces 5 assumptions peuvent être vérifiées? Est-ce qu'il est possible en pratique? Est-ce qu'on peut avoir une population qui répond vraiment à tous ces 5 points? C'est possible? C'est théorique. Exactement, c'est théorique, mais ça nous aide parce que ça nous permet de prédire les événements sur les changements que les populations pourront suivre. Il n'y a pas de croisement aléatoire. Non. Il y a des croisements aléatoires. Random meeting. Okay. Donc, on est d'accord qu'en pratique, il est difficile d'avoir une telle population. Donc, c'est théorique. Donc, une telle population, on peut effectivement prédire la fréquence de chaque allèle. On peut prédire aussi la fréquence des différents génotypes et le phénotype. Et cette prédiction est régie par cette équation qui est ici, où le P constitue la fréquence de l'allèle qui est dominant et le Q, la fréquence de l'allèle qui est récessive. Maintenant, est-ce que quelqu'un se porte volontaire pour nous dire quelle est la différence entre un allèle dominant et un allèle récessif? Je pense que l'allèle qui est dominant, c'est l'allèle qui va s'exprimer obligatoirement à chaque croisement qui puisse arriver. D'accord. Donc je pense qu'on a une définition déjà, c'est l'allèle qui va s'exprimer à chaque fois où cette allèle se retrouve dans le génotype. Donc, cet événement, il est associé à l'allèle dominant. Et quand vous regardez le carré qui est de l'autre côté, vous verrez que le P carré occupe une zone beaucoup plus grande. Et pourquoi, à votre avis, dans ce diagramme, le P carré occupe une zone beaucoup plus grande par rapport aux deux autres? Le P carré, ici. Oui. En ce qui concerne la lettre dominante, si on est chez un organisme qui est diploïde, même s'il est là qu'une fois, il va s'exprimer. Donc, l'allèle récessif, lui, il faut que les deux copies soient récessives pour qu'il puisse s'exprimer. Donc, en gros, il y a une chance sur 4 pour que l'allèle récessif s'exprime, donc le Q carré qui est tout petit, et puis le P carré, c'est 3 sur 4. Donc, d'accord. Donc, je pense que on a entendu ce qu'elle a dit? Ok. Donc, maintenant, si on sait que le P détermine la fréquence de l'allèle dominant et que le Q représente la fréquence de l'allèle excessif, est-ce que quelqu'un se porte volontaire pour nous expliquer le P carré plus DPQ plus Q carré égale à 1? Déjà, on sait que, puisqu'on a que l'allèle récessif et l'allèle dominant dans notre population, on sait que la fréquence, selon la somme de la fréquence de ces deux allèles, est égale à 1. Ça, on est d'accord. Ok. Maintenant, le P carré DPQ Q carré égale à 1. Pourquoi? Vous
quelle est l'explication, comment vous pouvez expliquer cette équation? Oui. Je poursuis dans le même sens que Dr. Koulibaly. La première formule présente les types d'allergies possibles. La seconde, tout donne les génotypes. En supposant qu'on est avec un organisme qui est à 2 chromosomes, donc un organisme diploïde. Donc les possibilités qu'on peut avoir pour un tel organisme, soit on a des individus qui sont homozygotes, PP, ou bien homozygote QQ, ou hétérozygote PQ. D'où la formule du bas. Merci. Et donc, je pense que c'est représenté, c'est exactement ce qu'il dit. Quand vous prenez, si nous considérons que notre individu est diploïde, et vous voyez ici l'allèle P, la fréquence P, pardon, qui représente l'allèle dominant, la fréquence Q, qui représente l'allèle récessif, et le génotype, c'est-à-dire on reçoit un allèle de chaque parent. Donc, ce génotype, nous allons nous retrouver avec AA dans cette colonne. Nous avons A. Donc, l'individu qui est ici, il est. Et lui, il est. C'est A majuscule dans les deux côtés. A majuscule, A minuscule. Voilà. C'est. Je pense qu'on va. A. Exactement. Donc nous avons cet individu qui est AA, et nous avons ici AA. Donc, la fréquence de cet allèle qui est P, si nous voulons la fréquence de ce génotype, ça sera P fois P. Tout comme celui-ci, ça sera Q fois Q. Raison pour laquelle nous avons Q carré ici et P carré à ce niveau. Et donc, quand vous regardez A qui est représenté 2 fois, et la somme de ces génotypes donne 1 ou donne 100% des génotypes que nous avons dans notre population. Et l'équation est représentée ici sous forme schématique où on voit la forme, le génotype dominant représenté par AA qui est représenté par cette courbe ici avec les formes hétérozygotes qui sont là. Donc là, cette équation est basée sur le principe de Hardy et Weinberg qui ont donné des conditions qui sont difficilement respectées dans la vie réelle. C'est pour cela, cette situation d'équilibre, on va dire si elle n'est pas respectée, quelles sont les autres forces qui vont intervenir cette fois-ci pour changer la structure de la population dans laquelle nous sommes. Et ce sont essentiellement ces forces qui sont là, ce sont les mécanismes qui peuvent intervenir pour faire que ce principe dont nous avons parlé précédemment n'est pas respecté. Le premier événement dont nous allons parler, ce sont les mutations. Et les mutations, nous savons, c'est lorsque nous avons commencé à parler de mutations avant même d'arriver à ce niveau. Donc, et ces mutations-là, elles arrivent. Dans la vie réelle, elles arrivent. Elles arrivent de façon aléatoire, elles arrivent aussi de façon provoquée. Il y a des événements qui font que les mutations surviennent.
dans les populations auxquelles nous avons affaire. Et ça peut être des irradiations, ça peut être des agents chimiques. Donc, dans la réalité, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des mutations. Et ces mutations peuvent aboutir à la formation de nouveaux individus. Et ces nouveaux individus peuvent avoir des traits ou des caractères qui sont variés. Nous, dans notre cas, dans le domaine du diagnostic du palud, par exemple, on va dire que les mutations peuvent aboutir à la formation d'individus qui sont beaucoup plus résistants à certaines molécules, à certains médicaments, ou alors qui sont beaucoup plus sensibles. Donc la mutation peut aller dans les deux sens. Comme c'est dit ici, elle peut être utile, elle peut être, ne pas être utile. Encore une fois de plus, l'utilité et l'inutilité de la mutation dépend aussi de qui fait le jugement. Donc si le parasite qui ne veut pas mourir, si c'est lui qui a acquis la mutation et que c'est lui qui a appelé à juger, il dira que la mutation est bénéfique. Mais pour nous, la mutation n'est pas bénéfique. Parce que ça permet au parasite de résister. Et donc, la deuxième force, sinon, le deuxième mécanisme dont nous allons parler qui affecte aussi cet équilibre, c'est le flot des gènes. Et il est essentiellement, pour l'expliquer de façon beaucoup plus simple, c'est qu'il y a des individus qui entrent, tout comme il y a des individus qui sortent. Comme vous pouvez le voir à travers ces graphiques-là ici. Si nous essayons de l'expliquer par le mouvement des humains, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un monde où les gens bougent de continent en continent et certains bougent et reviennent, certains ne reviennent pas. Quand ils se déplacent pour venir dans une localité qui est considérée comme une population, c'est comme s'il y a un pool de gènes qui vient s'ajouter au pool de gènes qui était préexistant. Et ici aussi, cet individu va entrer dans cette population. Et donc, ce flot de gènes, ce mouvement de sortie et d'entrée va bien évidemment impacter notre population sur le plan structure. Ça va changer les adresses, ça va changer les génotypes et aussi les phénotypes. Est-ce que quelqu'un peut nous donner un exemple en essayant d'extrapoler ce phénomène-là aux bactéries, aux parasites, aux pathogènes comme les plasmodium et autres? Comment ça pourrait arriver? Oui. Comment est-ce qu'une population de parasites pourrait se retrouver soumise à cette force de gene flow? Déplacement de l'homme qui est parasité d'un autre pays à un autre, d'une zone à une autre zone. Nous avons parlé de moustiques transgéniques. Donc, il a parlé des mouvements de l'homme, des déplacements de l'individu qui est parasité. Ensuite, mais comment est-ce qu'un individu parasité pourra contribuer à faire changer le pool de gènes qui se trouve dans une population de parasites? Quand il va arriver, il va forcément se faire piquer par des vecteurs locaux qui vont transmettre à d'autres personnes. Le parasite se transmet que par transmission vectorielle. Donc, il n'y a que ça. Là, concernant si c'est un virus, comme le virus des arbovirus, le vecteur peut transporter d'un pays à un autre. On sait qu'il y a une transmission entre l'adulte et l'enfant. Donc, il peut transmettre à une population et ça va continuer. Merci. Donc, il a donné le cas des individus parasités et pour les arbovirus, les vecteurs. Toujours, partons sur le cas du paludisme. Est-ce qu'il y a un autre mécanisme par lequel une population donnée pourrait être soumise à un flot de gènes qui n'est pas essentiellement l'humain? Oui? Le vecteur, c'est le moustique. Par quel mécanisme?
et une zone avec des parasites en son sein. Le mécanisme de migration, ça va être discuté. Mais quand il vient dans une population, il apporte des souches ou des populations parasitaires qui n'étaient pas là-bas. Les cas sont disponibles. Ok. Donc, déjà, vous voyez dans sa réponse, elle dit que le vecteur qui va venir, s'il vient avec un génome, parfois un parasite qui n'existait pas. Déjà, il y a encore des conditions, parce que si le vecteur voyage avec une souche qui était déjà existante dans la population, en réalité, il n'y a pas de modification dans notre pool de gènes. D'accord? Oui. Dans le même sens que lui. Oui. Puisque dans le cas du paludisme, souvent, on avait constaté à une période qu'il y avait des régions où le paludisme n'existait pas, où tous les aéroports, justement, pouvaient avoir des cas de paludisme. Parce que les vecteurs voyageaient justement à l'intérieur des avions. Et après, on a commencé à privilégier les avions. Donc, c'est un vecteur qui quitte un milieu donné à l'intérieur de l'avion, qui se retrouve dans un autre milieu qui est plus ou moins favorable, et il va distribuer pendant ce temps de vie son parasite. Okay. Oui, c'est toujours la même idée, mais c'est, la chose sur laquelle j'aimerais attirer l'attention des uns des autres, c'est que la condition est toujours là. Il faudrait que le vecteur vienne avec un génotype que nous n'avons pas dans la population où il entre. C'est ce qui représente vraiment cette terminologie des flots de gènes, parce qu'il va contribuer à la modification de la structure de notre population. Et il faudrait qu'on comprenne que le gène flow ne s'explique pas seulement par l'entrée, mais il y a aussi certains individus qui peuvent sortir de la population. Le troisième événement, Est-ce qu'il ne faut pas aussi considérer le cas où plusieurs individus, populations entières, avec Tony. Donc je disais, est-ce qu'il ne faut pas aussi considérer le fait qu'une population entière, par exemple, migre au niveau d'une zone en apportant des souches du parasite qui étaient déjà là, mais ces souches parasites sont apportées à des fréquences qui sont différentes. Ce qui fait que aussi les fréquences qu'on retrouve au niveau de la population sont changées et le l'équilibre va être. Et je pense que c'est le sens de no migration dans la théorie de base de Albert Lemaitre. Il faut considérer les deux cas. Le premier cas, des individus apportent des allèles qui n'étaient pas dans la population. Le second cas, des individus apportent des allèles qui étaient dans la population mais changent la fréquence au sein de la population. Je ne sais pas si je me fais comprendre. d'accord. Je pense que quand il s'agit de la migration d'une population entière pour une localité donnée, s'ils amènent les mêmes allèles, les mêmes génotypes que nous avons, bien évidemment, ça va augmenter la taille de notre population. Et c'est très important parce qu'on verra un peu plus devant qu'il y a des paramètres, comme celui dont vous parlez, l'augmentation de la population par exemple, même si nous gardons les mêmes allèles aux mêmes fréquences, on garde les génotypes aux mêmes fréquences, on verra que l'augmentation de la population va avoir un impact sur un certain nombre de métriques qui nous intéressent lorsque nous voulons connaître la composition de notre population. Donc, pour ce qui est de la migration d'une population entière, encore une fois, ça va dépendre de quel niveau nous sommes en train d'observer. Si nous nous intéressons aux allèles, c'est différent de si nous nous intéressons aux génotypes. Parce que souvent, vous avez affaire à une population où, en termes de phénotype, c'est similaire à la population précédente, par exemple. Comme vous le dites, elle vient dans une population où il n'y a aucune différence. Mais dans le fond, les génotypes que nous avons sont différents. On a parlé de récessifs, de dominants et tout ça. Donc ces génotypes-là, bien évidemment, viendront changer aussi la structure de la population, comme vous l'avez dit. Et il faudrait qu'il y ait ces conditions-là pour que ça ait un impact sur la population qu'on avait au temps zéro. Donc, la prochaine force, c'est qu'il avait dit que la population, elle est large. Mais c'est que nous, dans la réalité, on a des populations qui sont souvent très limitées. Souvent, on peut avoir affaire à une population de 10 individus. Seulement 10 individus. Souvent, la population peut même être 4 individus. Et donc, on va se rendre compte que de génération en génération,
cette population peut perdre certains génotypes au fil du temps. Donc, vous voyez le génotype petit r qui est là, depuis la génération 1, à la deuxième génération, on a ce génotype qui est beaucoup plus représenté, mais à la génération 3, ce génotype a carrément disparu. Et ce génétique drift, il peut être causé par un certain nombre de phénomènes. C'est des changements. Il y a des génotypes qui peuvent carrément disparaître. Il y a des génotypes qui peuvent se retrouver en surnombre dû à des phénomènes. Et le plus souvent, il y a deux types de génétique drift. Deux catégories. Et la première catégorie, comme vous le voyez, s'appelle le bottleneck. C'est comme cette population que nous avons ici, par exemple, est appelée à disparaître totalement. Cette population est appelée à disparaître totalement. Mais pour une raison donnée, quelques individus qui étaient ici ont réussi à s'échapper. Et tout le reste de la population a été décimé. Comme par exemple les tremblements de terre ou les événements comme ça. Il avait tantôt parlé de génocide aussi, qui peut carrément balayer certains génotypes à certaines populations. Et cette petite portion qui s'en sort en tant que survivant va constituer la nouvelle population. Elle va constituer la nouvelle population et tout le reste qu'on avait ici, les autres génotypes que nous les avons perdus au cours de cet événement-là, qui fait que la structure de notre population a changé. Il y a le deuxième événement qui est beaucoup plus pratiqué par les formes biologiques intelligentes comme les humains, par exemple, qui s'appelle les founder effects, où un groupe d'individus décide de créer une population qui est pour eux seuls, et ils se déplacent de la population originale et se retrouvent dans une localité pour créer une population entre guillemets homogène. Donc, quand vous regardez ce deuxième schéma qui est là, vous voyez ces individus, ils sont en train de se distinguer. On a cette population où on a encore la même composition, et la population rouge qui est là commence à se multiplier petit à petit, et au bout de cette génération, la fréquence, on n'a que cette population rouge. Donc, si on adapte au contexte humain, comme je le disais, souvent il y a des personnes qui peuvent carrément se déplacer, ils se retirent d'une population d'un groupe et se retrouvent entre eux seulement et pas. Et ça existe non seulement chez les humains, mais aussi d'autres organismes vivants. Et essentiellement, ces deux mécanismes-là qui peuvent expliquer l'extinction d'un génotype particulier, ou à travers d'un sous-groupe dans une population, ou le fait qu'un sous-groupe exerce une forme de suprématie sur les autres. Il avait donné l'exemple du génocide, et c'est ainsi, en plus de l'exemple du tremblement de terre dont j'ai parlé, si quelqu'un peut nous donner d'autres exemples encore qui peuvent nous soumettre à une de ces deux forces-là qui exercent, qui peuvent changer la structure de nos populations. Le changement climatique. Le changement climatique. Est-ce que le changement climatique doit être pris dans ce cas? Qu'est-ce que vous en pensez? Le changement climatique. Expliquez un peu plus. Je prends l'exemple du moustique. Lors du changement normal, lors du changement climatique normal, le moustique peut se reproduire normalement. Mais lorsqu'il y a un changement climatique, au lieu qu'il y ait dans cette saison une pluie, il peut y avoir seulement que la sécheresse. Et il y a quelques moustiques seulement qui vont se développer. Et ces moustiques-là auront des caractéristiques vraiment similaires et pourront, si ce climat persiste, pourront se développer pour former un groupe homogène également. D'accord. En fait,
Pour le genetic drift, sauf que l'événement qui doit normalement causer l'extinction de l'autre population est supposé être un événement qui n'a pas une attirance particulière pour une espèce donnée. Maintenant, le cas dont vous parlez se rapproche beaucoup plus de la sélection naturelle. Et on verra un peu plus devant. Dans la sélection naturelle, il y a des individus qui, de par leurs traits, leur phénotype et tout le reste, vont survivre aux événements de la situation géographique où ils se trouvent et ils pourront se multiplier et constituer une nouvelle population et tout ça. Mais en autre, dans ce cas, le genetic drift, comme je l'ai dit, la population, à la base, elle est appelée à disparaître. Mais il y a toutes les espèces, en tout cas des individus, qui arrivent à s'échapper, puis qui vont constituer une nouvelle population. Je pense que hier, je vois à la télé qu'il y a... également un autre événement. Oui. Que je peux ajouter. Ok. Il y a l'utilisation des insecticides également dans un environnement bien donné, où il y a des individus résistants qui peuvent, chez la moustique, des individus résistants qui peuvent se multiplier et puis donner une population différente de la première. C'est une possibilité. Oui. Un autre exemple? Oui. Je pense que globalement, le concerne tout ce qui est catastrophe naturelle. Je disais que je pense que globalement, pour donner tout ce qui est catastrophe naturelle à de large échelle, peut-être une cause, ou est très certainement une cause. Parce que pour le bottleneck, il faut que, pour la distinguer de tout ce qui est sélection naturelle, il faut que le temps de l'événement soit très très court et que les pertes soient considérables. Alors que pour la sélection, ça se fait dans le temps. C'est de petits changements du milieu ou de l'environnement qui apportent de petits changements de l'espèce. Et au fil du temps, voilà, les deux évoluent ensemble. Mais pour tout ce qui est drift, genetic drift, la plupart du temps, c'est vraiment associé à une cassure, à un phénomène qui est très très court dans le temps et qui a eu un impact assez considérable. D'accord, merci. On va continuer. On va passer au mécanisme suivant. Donc, dans l'équation qu'on avait vue au départ, il y avait eu des assumptions qui disaient que il fallait que le croisement dans la nature soit aléatoire. Il fallait qu'il soit aléatoire. Et sauf qu'il se trouve que dans la réalité, ce n'est pas vraiment aléatoire. Ou disons le plus souvent, ce n'est pas aléatoire. C'est pas, si on prend le cas des humains, ce n'est pas aléatoire. Le croisement est toujours, il y a toujours une explication derrière, même si, voilà, il y a toujours une explication. Et je pense que les humains, les animaux, surtout quand on regarde, on respecte beaucoup cette règle-là. On se rend compte que même, par exemple, les lions et autres, la lionne fait sa progéniture avec le lion le plus fort. Donc ce n'est pas aléatoire. Il y a un critère de choix qui est là, qui fait que l'organisme avec lequel le premier organisme appelle à se croiser, cet événement doit arriver. Et il y a aussi d'autres phénomènes qui interviennent à la notion de la proximité géographique. Deux individus qui sont très éloignés l'un de l'autre ne peuvent pas. Il est difficile. Ça dépend. Ça dépend. Il y a quelle dépendance dans ça? Est-ce qu'il y a une dépendance dans cela? Ce qui est sûr, s'il y a un qui est du Cameroun et l'autre, elle est de l'Algérie,
il faudrait qu'elle se retrouve dans une situation géographique identique à un moment donné. C'est le cas, il pourrait se trouver dans le workshop. Donc, dès lors qu'il se retrouve dans le workshop, en tout cas au moment du croisement, ils sont définis par la même situation géographique. Donc, toujours ces règles restent vérifiées à ce niveau. Et maintenant, il y a aussi le fait qu'il y a des gens, il y a des personnes, je prends l'exemple des humains, il y a des gens qui vont vous dire, ah non, moi il y a des femmes qui disent qu'ils n'aiment pas les hommes courts. Je savais. Donc, je savais que tu allais prendre l'exemple là. Je savais. c'est vrai. Et en même temps, il y a d'autres qui vont dire, ah non, ce monsieur, il est trop gros. Parce qu'elle-même, elle dit, bon, moi, je garde la vie, donc monsieur doit garder la vie. Donc il faudrait que nous ayons des traits similaires. Maintenant, il faudra dire à l'autre, dont je ne veux pas dire le nom, que ce genre de croisement dans la nature ne vient pas avec une grande variation. On est d'accord? Si on veut créer une société de métissage, il faut qu'il y ait une différence en termes de croisement. Et après, ça dépend de ce à quoi on croit, parce qu'il y a des gens qui disent non, nous croyons au métissage, il y a des gens qui disent non, nous on est contre le métissage. Donc, ça dépend du bord que vous défendez. Moi, je défends le bord du métissage. Non. Donc, il y a aussi le croisement qui peut être basé sur des traits qui sont favorables. Souvent, il y a le croisement il y a des individus qui ne peuvent tout simplement pas se croiser dans certains environnements. C'est juste, c'est naturel, c'est pas, même si vous voudrez que ça arrive, ça n'arrivera pas. Donc, il y a la notion de faveur, il y a des conditions qui déterminent souvent. Donc, de façon globale, le croisement entre les individus dans la nature, elle n'est pas vraiment aléatoire. Il y a des critères qui régissent le croisement et qui fait que la structure de nos populations va vraiment changer en fonction de cela. Et maintenant vient le big boy. Et je voulais le mettre au début, mais après je me suis dit on va le mettre à la fin pour une raison particulière. La sélection naturelle. Laissons l'anglais et tout le texte qui est ici. Quand on dit sélection naturelle, qu'est-ce qui vous vient automatiquement en tête? Sélection naturelle. Je ne connais pas pour vous autres. Personnellement, quand j'étais à l'école de pharmacie, il m'a fallu beaucoup de mois pour comprendre cette expression. Sélection naturelle, sélection naturelle, sélection naturelle. Est-ce que vous comprenez par sélection naturelle? Basiquement, j'associe la sélection naturelle à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Dans le micro, une petite adaptation de l'environnement, une petite évolution de l'environnement qui est en faveur d'un certain nombre d'individus ou en défaveur d'un certain nombre d'individus. Ce qui fait que certains sont privilégiés, sont sélectionnés. Et c'est ce processus-là que basiquement que j'appelle sélection naturelle. D'accord. Des contributions? Je peux aussi dire que la sélection naturelle peut être envisagée comme une évolution sans toutefois qu'il y ait l'impact d'un apport, c'est-à-dire sans toutefois que quelqu'un ou quelque chose vienne influencer. Donc on évolue simplement et l'environnement ou la nature, comme on le dit, va faire l'effet. Donc les plus dominants ou les allèles, les gènes qui vont dominer vont toujours être au-dessus, puisqu'il n'y a pas de catastrophe. D'accord. Ça aussi, c'est un complément très important. La notion de naturel,
C'est quelque chose qui doit arriver de lui-même. On ne fait pas d'intervention pour modifier. L'événement, il arrive comme tel. Et cette sélection, elle peut aller dans différentes directions. Souvent, la sélection, elle peut être dirigée. Souvent, ça peut être une sélection qui a pour effet de stabiliser même notre population. Et souvent, ça peut être une sélection qui vient tout simplement pour vraiment tout chambouler. Pour ce qui est de la sélection directionnelle, c'est-à-dire, vous avez des individus qui sont là, qui sont aux extrêmes, mais qui, pour une raison ou une autre, sont des individus qui se retrouvent favorisés après et qui vont donner une population beaucoup plus grande. Des individus qui étaient minoritaires, mais qui se retrouvent en quantité beaucoup plus élevée. Et ça arrive le plus souvent quand il y a des changements environnementaux ou quand les individus se déplacent pour aller dans les nouveaux habitats ou de nouvelles localisations géographiques où ils sont en très petit nombre et avec le temps, pour les raisons données, ils se retrouvent en nombre beaucoup plus élevé. Il y a aussi la sélection qui va quand même changer complètement la structure de notre population. Donc, là, en ce moment, ceux qui sont au niveau des extrêmes se retrouvent favorisés et on va se retrouver avec une population qui est beaucoup plus différente par rapport à la population de départ. Et on a la sélection qui va maintenir, disons, les conditions en tant que telles. Donc, les individus qui sont déjà favorisés dans la population ont plus de chances de se multiplier et de continuer aussi. Donc, la structure de notre population ne change pas trop dans de telles conditions. Donc, pour résumer, comment est-ce que notre population va se présenter et quel sera le comportement de notre population, on a parlé de 6 mécanismes. On a parlé d'un premier mécanisme qui est théorique. Et comme on peut l'apercevoir ici, la population vraiment elle ne change pas. Donc, on a vu qu'il faut quand même qu'un certain nombre de règles soient respectées pour qu'on se retrouve avec une population aussi stable. Mais dans la réalité, on sait que ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, toutes les 5 autres possibilités, ce sont des mécanismes qui viendront créer un déséquilibre dans notre population, en commençant d'abord par la notion de mutation. Donc, certains individus, comme vous le voyez ici, qui deviennent cette forme, ces individus qui deviennent cette forme, et ça va faire que la fréquence de ces phénotypes, génotypes et même des allèles vont changer dans notre nouvelle population. On a aussi le genetic drift dont on a parlé. Il y a des génotypes qui vont entrer, il y a des génotypes qui vont sortir, et au finish, on se retrouve avec des proportions des phénotypes et des génotypes qui changent par rapport à notre population de départ. Il y a aussi la migration. Il y a la migration qui va beaucoup impacter aussi la composition de notre population et changer la fréquence des allèles, la fréquence des phénotypes et des génotypes. Donc, on a dit aussi que le croisement entre les individus n'était pas aléatoire. Et le fait que ce ne soit pas aléatoire, ça change les données en termes de composition de population. Et le dernier événement, c'est la sélection naturelle. Donc, vous voyez ici la sélection naturelle. Et souvent, ce n'est pas facile parce que moi, quand je suis appelé à voyager, je n'ai pas besoin d'une place particulière dans l'avion. Je peux rentrer partout. Mais il y a des gens, vous voyez, les conditions ne leur permettent pas de prendre n'importe quel siège. Donc, si par exemple il y a un événement et qu'on ne peut pas
amener tout le monde, on va laisser ces gens derrière et on est parti. Et ça, c'est tout. C'est vrai? Vous avez raison. C'est ça. Donc, il y a un avantage et un inconvénient aussi. Donc, essentiellement, c'est, comme je le disais au départ, si on veut vraiment parler de la génétique des populations, on peut passer toute la semaine à parler de ces aspects, on n'en finira pas. Donc, on a essayé de prendre un peu la notion globale qui nous intéresse, quelles sont les choses qu'il nous faut savoir, et maintenant, on va essayer de voir un peu comment nous allons faire l'analyse de la structure des populations, quelles sont les mesures qui vont nous intéresser, quel est l'impact, sinon quel est l'impact de toutes ces forces qu'on a vues sur ces mesures-là. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ou des rajouts? Je sais qu'il y a des profs de génétique aussi dans la salle, s'ils veulent, s'ils pensent qu'on va ajouter des notions très importantes que les personnes doivent savoir avant qu'on les continue. Donc c'est vraiment une présentation un peu résumée pour que la pratique qui se fera demain, que l'on puisse se retrouver dans les terminologies. Et... On peut continuer? D'accord. Donc nous allons à présent parler de la diversité génétique et de l'analyse de la structure des populations. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de mesures de la composition de la population qui peuvent être utilisées pour nous. Nous qui travaillons avec les données, on peut avoir affaire à toutes ces mesures qui sont là. Pour cet atelier, nous sommes intéressés à ces trois. La diversité nucléotidique, la différenciation au sein des populations, et puis la diversité au sein d'une hôte. Donc ce sont ces trois mesures-là que nous verrons en pratique demain et que j'essaierai d'expliquer dans cette présentation pour qu'on essaie de comprendre ces concepts demain. Donc la première, à savoir la diversité nucléotidique, encore avec des pi. Je pense que si vous regardez un peu en dessous du document qu'on avait partagé, la liste des tools à installer, on avait listé un peu ces trois matrices pour dire aux gens qu'on doit faire ces trois matrices avec R. Donc, ça constituera la séance pratique de demain. Donc, la diversité nucléotidique, elle mesure la variation génétique au sein d'une population en quantifiant le nombre moyen de nucléotides entre les populations. Donc, de façon résumée, si vous prenez la population A et vous prenez la population B, la diversité nucléotidique vous dira, quand vous partez à tel niveau de votre séquence, la diversité est de tel niveau. Et c'est important parce qu'on sait que quand on parle de mutations, il y a des mutations à elles seules, elles peuvent changer tout dans le comportement d'un individu. Est-ce que quelqu'un peut donner un exemple de mutation de ces gens? Une mutation ponctuelle qui peut conférer à un individu un comportement carrément inattendu ou opposé, en tout cas au comportement habituel. Oui. On peut citer par exemple une mutation qui peut jouer sur la production d'une hormone, voilà, qui peut exprimer un caractère agressif. Par un exemple technique. Il y a le cas de la drépanocytose déjà qui est dû à une seule mutation. Le cas de la drépanocytose, laquelle? C'est une mutation qui transforme l'acide aminé, un acide aminé en autre. Et c'est du cas, c'est une seule mutation au sein de la séquence. Okay. Il y a aussi, de manière plus récente, la mutation qui a permis aux séquences de Covid de quitter l'espèce animale et de franchir la barrière. C'est aussi une seule mutation. Je ne parle pas des autres mutations qui permettent de distinguer une souche, mais la mutation qui permet de dire que ça c'est une variante humaine. Ça, c'est aussi une seule mutation. Ok.
Un autre exemple, pour ceux qui travaillent avec Plasmodium, par exemple, la résistance à la chloroquine, avant, elle était associée à quel variant? Le gène PSCRT, vous vous rappelez, on a parlé de ce gène ce matin. Le gène PSCRT, et jusqu'à aujourd'hui, on continue de faire le scan de ce gène à la position 76. Vous vous rappelez? Cette mutation, à elle seule, vous fait quitter de l'acide aminé 76K à 76T. 76T qui, en tout cas, est la mutation la plus déterminante en termes de résistance à la chloroquine. Et maintenant, après, il y a eu d'autres études, on a vu des parasites qui ont aussi des comportements différents en commençant depuis la position 72 jusqu'à la position 76, d'où les haplotypes dont les gens parlent le plus souvent CV, RNK, en partant de la position 72 à la position 76. Et donc, vous avez le parasite CV, MNT. Ici, ce parasite-là, il résiste carrément à la chloroquine, alors que celui-ci est sensible à la chloroquine. Donc, la diversité nucléotidique est importante pour nous et il faudra la mesurer dans certaines populations pour savoir est-ce qu'elle varie. Si elle varie, quelle est l'implication pour nous en termes de mesures thérapeutiques qui doivent être entreprises et est-ce que ça contribue aussi dans tout ce qu'il y a comme pathogénicité de l'individu en question. Et quand vous regardez dans le cas de Covid aussi, dans le cas de Covid, parce que la diversité nucléotidique n'est pas qu'un seul nucléotide. Donc souvent, il s'agit de mesurer la diversité nucléotidique sur une certaine longueur. Donc quand vous prenez vos séquences, de ce niveau à ce niveau, et vous l'avez pour la population 1, il vous faudra forcément les mêmes séquences de la même longueur pour la population 2. C'est ainsi que vous pourrez mesurer la diversité nucléotidique sur cette séquence auprès de ces populations. Vous comprenez par là qu'il y a vraiment beaucoup d'individus, ainsi de suite. Ici aussi, vous avez les individus de cette population. Comme on l'a dit, la population, elle se détermine, elle se définit par la notion de temps et d'espace. Donc, si je suis appelé dans une étude à comparer la diversité nucléotidique entre un village 1 et un village 2, je vais séquencer mes souches. Une fois que je les ai séquencées, je vais essayer de voir est-ce que la diversité nucléotidique varie d'une localité à l'autre. La diversité nucléotidique, elle nous permet, elle indique la situation d'adaptabilité de la population en tant que telle. Donc, quand une population est beaucoup plus diverse qu'une autre, sur cette portion-là, nous allons dire que cette population, supposons que la diversité nucléotidique est beaucoup plus élevée dans la population 2 ici, donc on va dire que cette population elle est moins adaptée par rapport à la population 1. C'est pour cela que c'est important et c'est utile parce qu'on verra un peu plus devant que lorsque vous êtes en train de voir l'impact d'un traitement par exemple, ou l'effet de l'exposition continue d'une population à un traitement particulier, vous pourrez répondre à la question en mesurant la diversité nucléotidique. Je vous donne un exemple. Souvent, dans certains de nos pays, on peut juste prendre 2 ou 3 villages qui sont contigus l'un à l'autre et on dit
cette année, nous allons faire la campagne de chimioprévention, mais on ne le fait pas dans les autres villages. Et si vous répétez cet événement pendant un certain nombre de temps, après quelqu'un pourrait se dire, ah, est-ce que le parasite du palud est en train de subir des modifications suite au traitement des masques que nous faisons? Et là, il va falloir aller prendre les parasites qui viennent de cette population et les comparer aux parasites qui viennent de la population qui n'est pas exposée à ce traitement et comparer la diversité nucléotidique. Maintenant, la question que je vais poser, supposons que j'ai deux gènes. Le premier gène, comme on le dit, le mycosaphidique par exemple. Disons que c'est un gène qui est très polymorphe. Supposons que c'est un gène qui est très polymorphe. Et j'ai un autre gène qui est beaucoup plus stable. Je prends par exemple des choses comme PM13. Si vous voulez comparer la diversité nucléotidique entre la population 1 et la population 2, vous allez choisir lequel de ces gènes. Et pourquoi? Quel est le gène que vous allez choisir pour mesurer la diversité nucléotidique entre ces deux populations? Oui. Maintenant, ce que vous avez dit, je choisirais le gène le plus stable. Vous choisirez le gène le plus stable. Puisque le mycosaphidique, justement, lui-même, là, il a déjà une capacité à varier. Donc, on doit travailler avec lui. C'est un produit très connu. Un autre avis? Oui, housekeeping gene. Vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est housekeeping gene? Bon, je ne suis pas biologiste, mais des fois, pour faire des analyses en bioinformatique, on utilise beaucoup plus des gènes domestiques ou bien des housekeeping genes. C'est des gènes conservés, donc ils ne vont pas vraiment changer entre les différentes souches ou échantillons dans la même espèce. Donc c'est peut-être la même chose dans le cas des populations. C'est pour ça que c'est les plus utilisés pour c'est-à-dire faire savoir la diversité entre soit de populations, d'espèces, de groupes, c'est-à-dire d'échantillons. D'accord. Un autre avis? Bon, moi j'ai un avis qui va être à l'encontre de l'autre, puisque globalement, je me dis que quand on est intéressé par la diversité génétique et qu'on veut montrer qu'il y a ou non une diversité génétique, il faut prendre quelque chose qui nous permet de voir s'il y a une différence entre eux. Si on prend des gènes qui sont ultra conservés, même au sein de cette salle, ça ne permettra pas de voir que les gens viennent d'horizons différents. Donc, si on est intéressé par un certain nombre d'études, effectivement, mais quand on est intéressé par la diversité génétique, la plupart du temps, je pense que c'est mieux de travailler avec un marqueur qui est quand même pas hyper variable, mais quand même qui est variable. Il faut un peu, comme tu dis, ce qui vient de dire, parce que quand on travaille en bioinformatique, quand nous voulons comparer la diversité génétique à des séquences, nous avons ce qu'on appelle la séquence de référence. La séquence de référence est toujours comme la séquence qui est conservée. Les nouvelles séquences qu'on a liées en fonction de la séquence de référence ont beaucoup de variabilité. Donc, on les compare et c'est ça qu'on peut vraiment analyser la diversité génétique entre les différentes séquences. La séquence de référence est conservée, toutes les séquences ont des différentes variabilités génétiques. Et nous pouvons utiliser ça pour. Donc, je peux faire le deuxième gène. Vous avez dit PF. KTS qui peut être utilisé pour. Ok, merci. Merci pour les avis. I think
I think we will add this question to the question you asked the first day of the training. Your question was not responded. Yes, I just asked a question. I asked people if we have two genes, like the first one is microsatellite, it changes a lot. And we have the second one, it doesn't change that much. And you are interested in measuring the nucleotide diversity. So which one will you choose to measure the nucleotide diversity? So we have two answers. Some people believe that we have to go for a gene that doesn't change that much. The other group believe that we have to go with a gene that changes in terms of nucleotides. So I want to ask this question, and probably tomorrow morning we'll try to give an answer to that question before starting the practical session. C'est bon? Okay. Tony, your question was not responded. I don't know if you will